Notre planète a le pouvoir de déclencher des cataclysmes. Éruptions volcaniques, séismes, ouragans et inondations sont capables de tout dévaster sur leur passage. Peut-être pensons-nous avoir connu les pires catastrophes naturelles, mais les scientifiques qui s'efforcent de comprendre l'origine de ces phénomènes ont la preuve que des événements bien plus destructeurs ont eu lieu par le passé. Il s'agit d'une des plus grandes éruptions de ces 10 derniers millénaires. Et tout porte à croire que des cataclysmes aussi meurtriers risquent de se reproduire. Les ouragans sont des démonstrations de force de la nature. Appelés typhons ou cyclones dans le Pacifique, ils se forment à la faveur de la chaleur de l'eau, mesurant parfois plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Sandy, Katrina et Haiyan, tous sont synonymes de mort et de destruction. En moyenne, les ouragans tuent 10 000 personnes par an. Ils provoquent des morts. Ils peuvent détruire des infrastructures, voire des villes entières. Il ne reste plus rien. C'est ahurissant. Ces ouragans gigantesques qui s'abattent sur des millions de personnes par an seront-ils aussi intenses dans les années à venir? Afin de répondre à cette question, des scientifiques étudient le passé à la recherche d'indices. Plus on en saura sur eux, plus on saura prédire leur comportement. Ils ont retrouvé les traces du passage du grand ouragan de 1780, le plus meurtrier de l'océan Atlantique. Il a détruit toutes les maisons de la Barbade, ainsi que ce fort imposant. Il était extraordinaire. En remontant encore plus loin en arrière, des chercheurs se sont aperçus qu'il y a 1000 ans, les ouragans extrêmes étaient probablement plus fréquents. Ensuite, il y a une énorme strate qui date d'il y a 1000 ans. Qu'en est-il? L'activité cyclonique était-elle plus intense et plus dévastatrice autrefois? Si oui, que cela laisse-t-il présager? Dans les Caraïbes, les ouragans font partie du quotidien. Il s'en produit au moins un par an, souvent davantage. Pourtant, de plus en plus d'indices laissent à penser qu'ils étaient beaucoup plus fréquents à une époque. Wayne Neely, météorologue et historien, se trouve aux Archives nationales de la Barbade, l'île la plus à l'est de l'archipel des Antilles. Il vient étudier l'ouragan le plus meurtrier de l'Atlantique, dont on ait une trace écrite, celui de 1780. D'après les archives, cette tempête était telle qu'elle aurait tué 22 000 personnes dans cette partie du monde. Le 10 octobre 1780, elle frappe d'abord la Barbade, alors gouvernée par George III, roi d'Angleterre. Les registres de l'époque font état du nombre de victimes. Dans ces documents, il y a le nom de 4 500 personnes décédées pendant le grand ouragan de 1780. Elizabeth Finlay, Thomas Fisher, Nehemiah Fish, William Fox, Richard Foster, Elizabeth Fort sont quelques exemples des victimes de cette tempête à la Barbade. Ces documents recèlent également le récit poignant d'un témoin oculaire décrivant le sort réservé à nombre de ces malheureux. Il s'agit d'une lettre rédigée par le commandant en chef de l'armée britannique en poste dans la région. C'est une lettre écrite au roi par le lieutenant-général Vaughan. Je doute qu'il reste une dizaine de maisons dans toute l'île. Des familles entières furent ensevelies sous les décombres de leurs habitations. Nombreux furent ceux qui, essayant de fuir, furent mutilés. Le sol était couvert des corps estropiés de leurs amis et parents. La majorité des bâtisses,
qu'elles aient été en pierre ou en bois, ont été rasées. Ça a dû être une tempête très violente pour que tous les bâtiments de l'île soient détruits. Imaginez l'horreur et le malheur ressentis par les habitants de la Barbade au plus fort de l'ouragan. C'était terrifiant et horrible. La ressemblance entre cet événement et des phénomènes plus récents fait froid dans le dos. Rendez-vous compte de la souffrance et de la détresse des gens. Ils n'ont plus de maison, ni rien à manger. Le système d'approvisionnement en eau ne fonctionne plus. En 1780, les habitants de la Barbade sont loin d'être les seules victimes. Les jours suivants, l'ouragan en fait des milliers d'autres sur les îles situées plus au nord et à l'ouest. Toute la région a été ravagée. Des îles comme la Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenade ont toutes fait état d'un très grand nombre de morts. Le vent a détruit les plantations, il a tout ravagé. Il n'y avait plus aucune provision. On estime aujourd'hui que 22 000 personnes seraient décédées sur le coup. Toutes les classes sociales ont été touchées, en particulier les esclaves qu'on avait fait venir d'Afrique pour cultiver la canne à sucre et qui représentaient environ 80% de la population. La faim et les maladies, conséquences de l'ouragan, en feront périr 5 000 de plus. Ce sont toujours les plus pauvres qui ressentent les effets de ce genre de choses en premier. Les esclaves meurent d'abord. C'est ce qui s'est passé là. L'ouragan de 1780 est le plus meurtrier dont on ait connaissance dans l'hémisphère ouest. Il a tué 15 fois plus d'hommes, de femmes et d'enfants que Katrina en 2005 et 50% de plus que Mitch en 1998, qui représente pourtant l'ouragan le plus meurtrier du bassin atlantique de mémoire d'hommes, avec 18 000 victimes. Pourquoi ces tempêtes sont-elles aussi dangereuses? Les ouragans actuels, comme Matthew en 2016, sont suivis par des satellites météorologiques. Les données recueillies donnent une idée de la façon dont celui de 1780 s'est vraisemblablement formé. Le 23 septembre 2016, 11 jours avant qu'il ne frappe Haïti, Matthew se présente sous la forme d'un amas nuageux, situé dans une zone dépressionnaire à 5000 km de la côte ouest de l'Afrique. Les 5 jours suivants, à mesure qu'elles avancent vers l'ouest, ces cellules orageuses s'agglutinent. La chaleur dégagée par l'océan Atlantique alimente le système en énergie. Les ouragans agissent comme des moteurs thermiques. Ils convertissent l'énergie puisée dans l'océan en mouvement. En montant, l'air chaud et humide refroidit avant de se condenser. Ce phénomène libère l'énergie extraite de l'océan et propulse le cyclone. Si les ouragans sont si puissants, c'est entre autres parce que l'océan est très chaud et l'air situé au sommet de l'ouragan très froid. Les vents forment alors un gigantesque tourbillon, conséquence notamment de la rotation de la Terre, qui s'accompagne de lignes de grains de plusieurs centaines de kilomètres. Le 29 septembre 2016, quand les vents de Matthew dépassent les 119 km/h, ce qui n'était qu'un cyclone tropical devient un ouragan. Un phénomène qui se produit dans 50% des cas. Comme tous les ouragans dans son genre, Matthew s'est formé suivant un schéma classique. Il est probable que le grand ouragan de 1780 ait démarré de la même manière. Mais a-t-on une idée de son intensité? La réponse est oui. En grande partie grâce au travail des historiens qui compilent les registres tenus par des puissances navales adverses. En effet, en 1780, la Révolution américaine fait rage, notamment dans la mer des Caraïbes. 4 ans plus tôt, les Américains avaient proclamé leur indépendance. Mais les Britanniques s'y sont opposés et ont envoyé des troupes pour faire taire toute velléité. En octobre,
la zone grouille de bâtiments de guerre britanniques et européens. Il y avait beaucoup de vaisseaux européens. Les Français, les Hollandais et les Espagnols se battaient contre les Britanniques dans le but de prendre le contrôle des Caraïbes. À l'instar des insulaires, ces navires subissent la violence des ouragans, comme le montrent les registres de la marine britannique. Les registres font état de la disparition d'un grand nombre de bateaux. Le HMS Laurel, le HMS Andromeda et le HMS Deal Castle. Tous ont coulé lors du grand ouragan de 1780. Le sort du HMS Deal Castle inspire les peintres de l'époque. Les archives révèlent que des milliers de marins de chaque camp ont péri en mer. Étant donné l'ampleur des dégâts, cet ouragan meurtrier a-t-il été plus puissant que d'autres plus récents? On ignore s'il s'agissait d'un système exceptionnellement violent ou d'un système normal qui a fait énormément de dégâts à cause du trajet emprunté. Le grand ouragan de 1780 est le plus meurtrier de l'Atlantique Nord, dont on ait une trace écrite. Plus de 200 ans après, il paraît impossible de savoir pourquoi il a fait un si grand nombre de victimes. Toutefois, Mike Chenoweth a accepté de relever le défi. Cet historien du climat compulse d'anciens journaux de bord à la recherche d'indices. Il a notamment trouvé une entrée datée du 9 octobre, la veille du jour où l'ouragan a frappé la Barbade. Le premier journal de bord à mentionner l'ouragan est celui du Diana, une frégate espagnole. Il s'agit du tout premier récit d'un navire pris dans le grand ouragan. Le bateau était à 500 km à l'est de l'île de la Trinité, située au sud-est de la Barbade, à 10 degrés de latitude. S'abattit sur nous un terrible ouragan qui dura 2 jours sans discontinuer. De violentes rafales faisaient tourner l'aiguille du compas dans tous les sens et la houle faisait considérablement tanguer la frégate. Le cyclone était donc passé au stade d'ouragan plusieurs jours avant d'atteindre la Barbade. Cependant, le chercheur éprouve des difficultés à déterminer son intensité. En effet, en 1780, aucun instrument ne mesurait la vitesse du vent. Les seuls renseignements dont dispose Mike sont la date, l'heure, la direction du vent et une estimation de sa force. L'historien passe aux entrées des journaux de bord datés du 10 octobre. À 6 heures du matin, l'ouragan vient de finir de dévaster la Barbade. Tout est détruit à l'heure qu'il est. L'HMS Albemarle, représenté ici, est au large de la côte ouest de la Barbade, avec des vents en provenance du sud. Voici l'emplacement approximatif de l'œil de l'ouragan à ce moment-là. Ensuite, il y a d'autres navires au large de Sainte-Lucie, faisant état de vent nord-est, et un autre approchant de la Martinique avec un vent est-nord-est. À l'aide des indications fournies par les différents journaux de bord, l'historien note la position de l'ouragan toutes les 6 heures. De cette manière, il suit son trajet dans la mer des Caraïbes. Du 11 au 15 octobre, il fait bouillonner la mer à l'est des Caraïbes grâce à ses vents puissants, qui, eux, continuent à fouetter les îles de toute la région. Pendant 9 jours, le grand ouragan ravage les Caraïbes avant de passer dans l'Atlantique Nord. Mike note la présence de 2 éléments qui expliquent la violence de la tempête. Tout d'abord, avec des vents soufflant à 120 km de son œil, elle était colossale pour la région. 120 km, c'est 3 fois plus que ce qu'on observe habituellement dans cette région en cas de forte tempête, sachant que les grands vents allaient jusqu'à 350 km en direction du nord. Par conséquent, les vents s'étendaient sur une distance 2 fois plus grande que ceux de Matthew en 2016. Il s'agit indubitablement de l'ouragan au diamètre le plus important qu'on ait jamais vu dans cette partie de l'Atlantique tropicale. Ensuite, l'ouragan progresse avec une lenteur inhabituelle
ravageant la Barbade durant 8 heures. Dans la mesure où il avance plus lentement qu'un ouragan habituel, il a plus de temps pour détruire des bâtiments et faire des milliers de morts. Grâce aux journaux de bord, l'historien dessine une carte plus précise du trajet et de la taille de cette tempête monstrueuse de 1780. Néanmoins, ces documents laissent en suspens une question capitale. Quelle était la force de cet ouragan comparée à ceux d'aujourd'hui? Afin d'y répondre, des scientifiques s'efforcent de savoir quelles sont les conditions indispensables à la création d'ouragans extrêmes. Il faut un faisceau de conditions favorables pour générer un cyclone qui ira en s'intensifiant, chose qui n'arrive vraiment pas souvent. Les scientifiques s'accordent à dire qu'il existe 3 ingrédients indispensables. Tout d'abord, pour qu'un système gagne en intensité, il faut une couche d'eau chaude sur au moins 60 mètres de profondeur. Sinon, le cyclone faiblira rapidement. Les ouragans font remonter l'eau froide qui se trouve sous l'eau chaude. Ils refroidissent donc la surface. Cela revient à jeter de l'eau froide sur un feu. Ensuite, le cisaillement du vent régnant au sommet nuageux doit être relativement faible pour ne pas perturber le développement du cyclone. Cela tend à faire entrer de l'air sec au cœur du système, ce qui revient aussi à jeter de l'eau froide sur un feu. Enfin, il faut de l'humidité dans l'atmosphère. Si toutes ces conditions sont réunies, la vitesse des vents présents à l'intérieur de la cheminée du cyclone augmente rapidement. On obtient les cyclones les plus puissants du monde. Sur une échelle de 1 à 5, on considère que les gros ouragans sont de catégorie 3 ou plus et que les vents dépassent les 178 km/h. Avec des vents de 120 km/h, on peut aller faire un tour dehors, même si je ne le recommande pas à cause des objets qui volent. Mais avec un ouragan de catégorie 3 ou 4, on ne tient même pas debout. Les ouragans de catégorie 5, dits catastrophiques, sont les plus dangereux. La vitesse du vent dépasse les 250 km/h. Très peu d'infrastructures, de bateaux, de bâtiments et de voitures résistent à la puissance d'un ouragan de catégorie 5. À mesure que les vents accélèrent, leur pouvoir destructeur croît proportionnellement. L'accélération n'est pas linéaire, mais exponentielle, si bien que les vents provoquent beaucoup plus de dégâts. Si la vitesse du vent double, le pouvoir destructeur de l'ouragan est multiplié par 8. En conclusion, les ravages causés par un catégorie 5 sont au minimum 8 fois plus importants que ceux d'un catégorie 1. L'histoire récente l'a démontré de manière spectaculaire. En 1992, Andrew frappe le littoral de la Floride. Le coût des dégâts engendrés par ces vents de 265 km/h s'élèvera à 25 milliards de dollars. En 1969, Camille dévaste l'État du Mississippi, réduisant des centaines de kilomètres de côte à néant. Et en 1935, la tempête tropicale la plus violente observée aux États-Unis, l'ouragan de la Fête du Travail, balaye l'archipel des Keys en Floride. Bilan, 400 morts. Cependant, les recherches de Mike indiquent que le grand ouragan de 1780 a réduit en poussière une région beaucoup plus vaste et fait des milliers de morts de plus que n'importe lequel des ouragans catégorie 5 que nous venons de citer. Les récits détaillés de témoins oculaires contiennent des indices qui expliqueraient pourquoi ce cyclone exceptionnellement large et lent a été aussi destructeur. Il s'avère que la force du vent n'était pas seule responsable. De nos jours, ce qui fait l'extrême dangerosité d'une tempête tropicale n'est pas le vent, mais l'eau. Une hausse importante du niveau de la mer ou onde de tempête. Voilà ce qui a fait le plus de victimes quand Haiyan a déferlé sur les Philippines en 2013. Rarement un typhon aussi puissant n'aura frappé la terre ferme. Ces vents atteignaient 314 km/h. Le vent pousse l'eau en direction du littoral.
Et à mesure que le typhon arrive sur la côte, les hauts fonds deviennent des bas-fonds. Beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de cette onde de tempête. Nombreux sont les littoraux où des vagues semblables à des tsunamis poussés par le vent menacent la population et les habitations. Ce qu'on voit à ce moment-là, c'est un mur d'eau qui balaye les maisons, les arbres et tout ce qui se trouve sur son passage. Dans certains cas, l'onde de tempête peut mesurer entre 3 et 6 mètres de haut. Si bien que tout ce qui se trouve à quelques mètres de la côte jusqu'à 1500 mètres est susceptible d'être rasé. Dès qu'on vous dit d'évacuer les lieux parce qu'une onde de tempête risque de déferler, n'hésitez pas, partez. Tous les ans, des millions d'Américains, de Sud-Américains et de Caribéens sont menacés par les ondes de tempête. C'est ce qui a probablement causé le plus de dégâts à la Barbade en 1780. Tout à coup, ces énormes ondes de tempête ont frappé la côte de plein fouet et détruit la ville. Sur la côte de la Barbade, Wayne Neely cherche des preuves concrètes de ce haussement du niveau de la mer au XVIIIe siècle. Voici le fort Charles, situé à quelques encablures de Bridgetown, la capitale. Il a été entièrement reconstruit après que le grand ouragan de 1780 l'a réduit à néant. En 1780, avant l'arrivée de l'ouragan, le fort était immense. Ses murs étaient beaucoup plus hauts et mesuraient entre 1 mètre et 1,50 m d'épaisseur. Il était énorme. Pour que ces murs s'écroulent, c'est que l'ouragan devait être catastrophique. Les registres mentionnent une onde de tempête exceptionnellement haute, plus de 7 mètres. Les témoins oculaires racontent que l'ouragan a projeté de très lourds canons 130 mètres plus loin. Tout volait dans les airs. Le fort a été rasé ainsi que toutes les maisons de la Barbade et globalement les Caraïbes. Des forteresses et des batteries entières ont été totalement rayées de la carte. L'ampleur des dégâts est révélatrice de la puissance de frappe de l'ouragan de 1780. Aujourd'hui, en rassemblant tous les indices, il est possible de reconstituer l'enchaînement des événements. Dans la nuit du 9 octobre, le grand ouragan approche de la Barbade par le sud-est. À ce moment-là, il mesure plus de 480 km de diamètre. Le 10 octobre, les vents et la pluie se déchaînent sur l'île. À mesure que son œil progresse en direction de la terre ferme, les vents élèvent brusquement le niveau de la mer de plus de 7 mètres. L'onde de tempête s'écrase sur la côte et inonde l'île. Le carnage dure plus de 8 heures. 4500 personnes périssent. Au total, l'ouragan fera 22 000 morts dans toutes les Caraïbes selon les estimations. Le grand ouragan de 1780, par son caractère cataclysmique, montre l'ampleur des dégâts que peuvent causer ces tempêtes sur une terre à découvert, proche du niveau de la mer. On parle bien d'un événement qui ne s'est produit qu'une fois en 400 ans. Y a-t-il une probabilité pour que cela se reproduise ? Nous ignorons si un phénomène similaire était déjà arrivé et quand. Et nous ignorons encore plus s'il est susceptible de se renouveler. À cause de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, due à la combustion d'énergie fossile, le climat change. Par conséquent, certains scientifiques tels que Kerry Emanuel prévoient une possible augmentation de la fréquence et de l'ampleur des ouragans. Mais le doute subsiste. Actuellement,
Les scientifiques utilisent les données météorologiques fournies par des satellites et des aéronefs afin de générer des simulations informatiques et peaufiner leurs prévisions. Malheureusement, ils ne disposent de données précises que depuis quelques décennies. On a des données raisonnablement précises depuis 1970 seulement. Avant ça, on n'avait pas de satellite. Et si on remonte avant les années 40, on n'avait pas d'aéronefs. Il n'existe pas suffisamment de données récentes pour dresser un schéma comportemental des ouragans. Afin de prédire l'avenir, il est indispensable de recueillir davantage d'informations sur les ouragans d'autrefois. Si on connaît l'activité, l'intensité et la fréquence des tempêtes il y a 1000 ou 2000 ans, alors on saura évaluer de manière plus fiable la façon dont se comportent et dont se comporteront les ouragans. Mais la collecte d'indices relatifs à l'activité cyclonique d'autrefois, bien avant qu'on ne dispose de témoignages historiques détaillés, s'apparente à un véritable travail de détective, effectué non pas nécessairement sur la terre ferme, mais au large. Jeff Donnelly cherche des preuves du passage d'anciens ouragans sur le plancher océanique. La quête de cet océanographe l'a conduit à 2000 km à l'ouest de la Barbade, en Jamaïque. Bienvenue à Discovery Bay, sur la côte septentrionale. Avec son équipe, Donnelly compte affiner nos connaissances sur les ouragans en fouillant les profondeurs et donc le passé. Les sédiments renferment des informations très anciennes qui nous permettront d'en savoir plus sur ce qui se passait il y a des milliers d'années. Ces chercheurs se concentrent sur une zone bien précise de la baie, juste à côté d'un récif. L'eau y est trop peu profonde pour que leur bateau y mouille. Le seul moyen de s'y rendre consiste à fabriquer un radeau. Il est tracté jusqu'à l'emplacement choisi. Destination, un trou bleu. Une doline naturelle creusée dans le calcaire. Donnelly s'intéresse aux sédiments emprisonnés au fond de cette cavité. Ce trou bleu est génial pour en savoir plus. Il fonctionne comme une capsule temporelle. Les sédiments peuvent y entrer mais pas en sortir. Par temps calme, de fins grains de sable limoneux tombent dans le bassin et s'accumulent au fil du temps. Mais la violence d'un gros ouragan projette d'autres types de débris à l'intérieur. En cas d'ouragan, on a des vents très forts, de grosses vagues et une onde de tempête qui passe par-dessus ce récif. Les courants très forts arrachent des fragments de coraux transportant du sable et les entraînent à l'intérieur de la doline. Plus l'ouragan est puissant, plus les morceaux de coraux et les grains de sable transportés par les vagues sont gros. Au fil des millénaires, ce sédiment se dépose en couches successives à l'intérieur du trou bleu. Naturellement, plus les couches sont profondes, plus elles sont anciennes. Les chercheurs plongent un tube dans l'eau et l'enfoncent dans le sédiment avant de le remonter une fois le carottage effectué. De retour sur l'Atlantis, Jeff Donnelly découpe le tube. On commence en haut avec ce qui s'est peut-être déposé aujourd'hui, et plus on descend le long de la carotte, plus on remonte dans le temps. Elle se compose principalement de sable fin limoneux, excepté à un endroit. Tout en bas, entre là et là, on trouve de gros fragments de coquillages et de coraux. En lavant et en tamisant cet échantillon, on en a un meilleur aperçu. Ces grains sont grossiers par rapport aux autres. Ce sont des fragments qui ont été arrachés et transportés par la mer dans le bassin. Pour l'océanographe,
la taille de ces sédiments prouve qu'il y a eu des vagues puissantes, très probablement poussées par un fort ouragan survenu dans le passé. Il aura fallu un phénomène de très haute intensité, avec des vagues de plus de 4 mètres, pour déplacer ce genre de sédiments depuis le récif jusque dans la doline, c'est-à-dire un gros ouragan. En récupérant la matière organique balayée par la tempête, comme les brindilles et les feuilles, le chercheur pourra dater au carbone 14 ces couches de sédiments plus grossiers. Il lui faudra des mois pour savoir avec certitude quand l'ouragan en question a frappé. En parallèle, dans d'autres carottes, il a découvert des couches similaires remontant encore plus loin dans le passé, bien avant qu'on ait des traces écrites. Pour l'instant, on a pu remonter 2000 ans en arrière sur la plupart des sites de recherche. Chaque fois qu'on trouve une couche qui date d'avant le XVIIe ou le XVIIIe, on découvre un événement dont on n'a jamais entendu parler. En plaçant sur un graphique les dates auxquelles un gros ouragan a eu lieu depuis 1400 ans, une tendance émerge. Pendant les 700 premières années, on observe davantage d'ouragans dévastateurs que maintenant. Ils n'étaient pas forcément plus puissants que ceux d'aujourd'hui. Ils étaient seulement beaucoup plus fréquents. Puis, durant les 700 années suivantes, on note une forte baisse. Tout à coup, plus rien. Or, le grand ouragan de 1780 s'est produit au moment où la fréquence des ouragans était la plus faible. Voilà qui pose question. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclin d'activité cyclonique il y a 700 ans? Donnelly pense que cette baisse s'explique par les variations de la température de la mer en surface. Il s'avère justement qu'il existe un moyen de savoir quelle était la température de la mer à un moment donné grâce aux fossiles de minuscules animaux. On peut connaître la température d'autrefois en étudiant ces coraux fossilisés. Les colonies de coraux construisent des récifs impressionnants tout au long de leur vie. En effectuant des carottages dans ces structures, on obtient un aperçu des couches qui se sont formées au fil des millénaires. Ils grandissent plus ou moins comme les arbres. Chaque année, il y a un nouvel anneau de croissance qui permet de remonter dans le temps. En forgeant leur squelette, les coraux absorbent l'oxygène présent dans l'eau de mer. Un oxygène qui existe sous la forme de l'isotope de masse 16 ou 18. Ce dernier, qui possède 2 neutrons supplémentaires, est beaucoup plus abondant dans l'océan quand les températures sont basses. En mesurant la quantité de ces 2 types d'oxygène dans les couches du squelette corallien, les scientifiques parviennent à calculer la température relative de l'océan sur plusieurs milliers d'années. Les coraux donnent très précisément la température de la mer. On est capable d'avoir une idée à l'année près. En plaçant sur un graphique la température de surface de la mer des Caraïbes depuis 1400 ans, une tendance se dégage également. La température était globalement plus élevée durant les 700 premières années que dans les 700 dernières. Ces résultats correspondent à un changement de climat documenté historiquement et scientifiquement, survenu entre ce qu'on appelle l'optimum climatique médiéval et une époque plus froide, le petit âge glaciaire. Et quand on superpose les températures de surface de la mer et l'activité cyclonique, on se rend compte qu'autrefois, dès que la surface des océans était plus chaude, les ouragans violents étaient plus fréquents. Une grande variété de facteurs influent sur l'activité cyclonique. Mais il existe clairement un lien entre la température de surface de la mer et les ouragans. Ces découvertes s'accompagnent toutefois d'une énigme. Comment se fait-il que le grand ouragan de 1780 se soit produit dans la période du petit âge de glace? À première vue, on dirait qu'il est anormal que les quelques décennies avant et après 1780 soient des périodes d'intense activité cyclonique. En examinant de plus près la température à la surface de la mer, Donnelly remarque une augmentation brève mais visible
précisément à cette période. Or, on sait que des températures atmosphériques fraîches associées à de l'eau chaude contribuent à la formation des ouragans. Dès lors qu'on a deux éléments aux températures très différentes, on peut générer beaucoup d'énergie. Cela expliquerait pourquoi, en plein petit âge de glace, on observe une augmentation de l'activité cyclonique. Le travail de Jeff, qui fait le lien entre apparition de cyclones et température de l'océan, expliquerait la puissance de l'ouragan de 1780. Ces recherches sonnent peut-être l'alerte. En effet, les données récentes montrent que la température de surface de l'Atlantique est plus élevée aujourd'hui qu'il y a 1000 ans et qu'elle ne cesse d'augmenter. On a atteint un record de chaleur lors de ce dernier millénaire. Non seulement la température est plus élevée, mais elle augmente plus vite que jamais. Dans ce cas, les ouragans de grande intensité deviendront-ils plus fréquents? La température des océans grimpe. Les gaz générés par la combustion d'énergie fossile, tels que le dioxyde de carbone, s'accumulent dans l'atmosphère. En empêchant la chaleur du Soleil de se dissiper, ils entraînent une augmentation de la température des océans plus rapide que par le passé. Le problème actuellement, c'est qu'on est en train de modifier le climat à un rythme très soutenu, comparé à ce qui s'est passé pendant très longtemps. Reste à savoir si ce réchauffement climatique signifie qu'il y aura davantage d'ouragans dans l'Atlantique. En tout cas, de plus en plus de chercheurs s'accordent à dire que ceux qui frapperont seront plus violents. Il y a un consensus relativement important disant qu'à mesure que la planète se réchauffe, on verra plus d'ouragans de grande catégorie dans la plupart des endroits. Il devrait y avoir des ouragans plus violents. Pas forcément plus nombreux, mais en tout cas plus puissants. Les scientifiques tâchent donc de prédire où frapperont ces tempêtes hors normes. Amy Frappier, spécialiste en paléoclimatologie, a imaginé une façon astucieuse de faire parler le passé. Ses travaux l'amènent à conclure que les ouragans de l'Atlantique se dirigent de plus en plus vers des zones peuplées. La preuve de ce qu'elle avance ne se trouve pas dans les profondeurs des océans, mais dans des grottes souterraines. Les stalagmites comme celle-ci contiennent les traces chimiques du passage d'ouragans il y a des milliers d'années. Voici une stalagmite prélevée au Belize, où les ouragans se produisent régulièrement. L'eau de pluie, qui suinte du sol, dissout les minéraux présents dans la roche. En goûtant du plafond, elle en charrie une infime quantité. Elle porte à présent une signature chimique. Au fil des années, l'accumulation des minéraux forme des stalagmites. Dans son laboratoire, la chercheuse les coupe en deux dans le sens vertical avant d'en polir la surface pour révéler la succession de couches qui les composent. Voici l'histoire de ce qui s'est passé au fil du temps. Cette stalagmite présente de nombreuses variations de couleurs et de textures entre la partie ancienne en bas à la partie récente en haut. Il est possible d'y trouver les traces du passage d'un ouragan dans la mesure où la pluie qui l'accompagnait sera chimiquement différente de celle d'un orage ordinaire. Là encore, cela résulte de la différence entre l'oxygène 16 et 18, dont le nucléon possède 2 neutrons supplémentaires. Lors d'un orage normal, les gouttes de pluie s'évaporent légèrement en tombant. L'oxygène 16, étant plus léger, s'évapore plus rapidement que l'oxygène 18 qui, lui, étant plus lourd, reste à l'intérieur des gouttes de pluie. Mais en cas d'ouragan, l'air est si humide qu'il y a très peu d'évaporation. Par conséquent,
le niveau d'oxygène 16 dans la pluie cyclonique est plus élevé que la normale. Dès qu'on observe ce phénomène, on sait qu'on a la preuve du passage d'un ouragan dans le passé. Afin de déceler cette fameuse signature chimique, la chercheuse isole les couches des stalagmites polies avant d'en extraire un minuscule échantillon de poussière. Un spectromètre de masse examine ces prélèvements et détecte les couches plus riches en oxygène léger, marque d'une pluie cyclonique. Les résultats sont tellement précis qu'ils permettent de dire si un ouragan a frappé telle ou telle année, et ce, en remontant sur des millénaires. Le niveau de précision est sans précédent. On voit la différence entre les années où les ouragans ont frappé le Belize et les années où il n'y en a pas eu. Grâce aux données recueillies dans les grottes des Caraïbes, on s'aperçoit que les trajets empruntés par les ouragans de l'Atlantique varient avec le temps. On commence à avoir suffisamment de données pour voir les tendances globales de l'activité cyclonique et les variations de trajectoire. Depuis 450 ans, les ouragans se rapprochent de plus en plus des États-Unis. Il y a 400 ans, les ouragans se concentraient à l'ouest des Caraïbes, près de l'Amérique centrale. Aujourd'hui, il semblerait qu'ils frappent beaucoup plus fréquemment la côte est des États-Unis. Notre paléoclimatologue continue à étudier cette tendance. Kerry Emmanuel, de son côté, est arrivé à la même conclusion qu'elle en se basant sur des observations satellitaires. On a découvert que ces 35 dernières années, la latitude à laquelle les cyclones atteignaient leur intensité maximale s'est éloignée de l'équateur, d'environ 55 km tous les 10 ans. Emmanuel estime que ce changement récent est dû au réchauffement climatique. Là où le réchauffement climatique est le plus rapide, c'est dans l'Arctique. Or, comme les ouragans aiment les eaux chaudes, ils se dirigent maintenant naturellement vers les pôles. En seulement 30 ans, ils se sont rapprochés de 160 km de la côte est des États-Unis, une région densément peuplée. Le dernier grand ouragan qu'elle a connu s'est produit en octobre 2012. Après avoir dévasté les Caraïbes, Sandy s'approche du littoral des États de New York et du New Jersey. Bien que l'eau de l'Atlantique soit majoritairement froide à cette latitude, Sandy reprend des forces grâce à un courant d'eau chaude, le Gulf Stream. En s'alliant à cet autre système de l'Atlantique Nord, cet ouragan qui vient pourtant de passer de catégorie 2 à 1 commet des dégâts considérables quand il déferle sur la côte le 29 octobre. Le niveau de la mer monte soudainement de 4 mètres. L'onde de tempête inonde les rues, les tunnels et le métro de New York. Elle provoque des courts-circuits sur les installations électriques. Dans les États de New York et du New Jersey, l'ouragan fait 60 morts, détruit 650 000 maisons et cause plus de 70 milliards de dollars de dégâts. Il ne reste plus rien. Ça faisait 40 ans que mes parents habitaient là. C'est ahurissant. D'une taille colossale, Sandy a déferlé sur une zone densément peuplée. C'est son énorme onde de tempête qui est responsable de la majeure partie des dégâts, car ces vents n'étaient pas particulièrement forts. Beaucoup seraient étonnés d'apprendre que Sandy, au moment où il a frappé les États de New York et du New Jersey, n'était pas considéré comme un gros ouragan. Imaginez s'il avait été de catégorie 3 ou plus. Après tout, cela s'est déjà produit. L'ouragan le plus violent dont on ait une trace sur cette côte a frappé il y a 200 ans environ, en 1821. Il s'agissait de celui de Norfolk et de Long Island.
On pense actuellement qu'il était de catégorie 4, c'est-à-dire incroyablement plus puissant que Sandy. Des spécialistes estiment qu'aujourd'hui, il ferait plus de 100 milliards de dollars de dégâts. Imaginez qu'un ouragan de catégorie 4, comme Katrina ou Andrew, frappe New York, avec les inondations, l'onde de tempête et les vents qui vont de pair. Les villes comme New York doivent se préparer à ce type de phénomène. Afin de mieux comprendre notre avenir, des scientifiques étudient le passé. Leur découverte en pousse certains à prévoir qu'un ouragan aussi meurtrier que le grand ouragan de 1780 se reproduira. On reverra des ouragans similaires à celui de 1780, et ils frapperont la terre ferme de plein fouet. Si c'est déjà arrivé, il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas. S'il n'y a aucun moyen de prédire l'avenir avec certitude, tout porte à croire que nous devons nous attendre à connaître davantage d'ouragans meurtriers dans les années à venir.